Bienvenidos a esta presentación de la obra, en concreto El viaje de Abel, pero también vamos a hablar del resto de trabajos de Bruno Duhamel publicados en España, es decir, del retorno, de Jamás, Pistas falsas y nuevo contacto y El día de, que es la segunda parte de Jamás. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de ellos dos para los que no los tengáis muy ubicados. Bruno Duhamel es un historietista francés que nace en 1975 en Mont-Saint-Aignan. Así bien dicho. Estudia artes visuales en la Universidad de París, luego en Angoulême. Durante un tiempo está trabajando como en la industria del videojuego y decide pasarse al cómic. Su primera obra importante es Je suis pas les petits, una serie de 2 álbumes pensada para el público infantil, y posteriormente comienza una segunda colaboración con el guionista Frédéric Bremaud, que se traduce en 3 series: Kochka, un western, Harlem, que es una historia de gángsters en los años 70, y Butch Cassidy, que es una historia sobre el célebre personaje, pero en la que no ejerce como dibujante, sino que ejerce también como guionista. Posteriormente dibuja la adaptación de la novela de Balzac Le Pere Goriot, escrita por Philippe Thibault y Thierry Landy, que se publican 2 álbumes para Delcourt, y su siguiente trabajo es la serie de ciencia ficción y humor heredera de, bueno, si conocéis Valerian, y El Ministerio del Tiempo, La Brigada del Tiempo, con el guionista Chris para la editorial Dupuy, entre 2012 y 2014. Posterior, y a partir de, digamos que en ese momento se produce un cambio en su trayectoria con la aparición de este álbum, El viaje de Abel, con guión de Isabel Sivan, ya que cambia esas series por una serie de álbumes autoconclusivos en los que se va a dedicar a temas mucho más íntimos, historias más pequeñas, menos habituales de lo que entendemos por la BD más clásica, normalmente protagonizadas por personajes que luchan contra el poder establecido, porque les marca una forma de vivir contra la que ellos se rebelan. Como digo, posteriormente aparece El retorno en 2017, que transcurre en España y está basado en parte en la vida de César Manrique y lo que hizo en Lanzarote, y aquí sí que hay un pequeño cambio, porque digamos que es la única obra que puede tener alguna parte de género, porque sí que hay una investigación de género negro y con una estructura que puede recordar en cierta manera la de Ciudadano Kane. Posteriormente aparece Jamás en 2018, que posiblemente sea su álbum más reconocido, y que trata de una anciana que se niega a mudarse de una casa a pesar de que está a punto de caer. Esta obra tiene una continuación, que es lo último que se ha publicado en España en el 2022, y entre medias se publica Nuevo Contacto en 2019, que es una obra en la que nos habla un poco de todos estos mismos temas que ha ido tratando, como la protección de la naturaleza, el capitalismo más descarnado y desaforado, y aquí nos encontramos con la trama que igual también con algún elemento de ciencia ficción, pero sigue siendo una obra que trata un tema íntimo, aunque aquí más intimista, más personal, más pequeña, y aquí nos avisa un poco de los problemas de las redes y de los peligros de la desinformación. Y su siguiente trabajo es Pistas falsas, que es un western bastante sui generis, en el que nos narra la historia de un señor que durante 20 años ha estado interpretando a un vaquero que quiere en algo similar al duelo de OK Corral, en una especie de recreación, y que le acaban echando porque ya es mayor, que es otro de los temas habituales que hacemos con las personas cuando son mayores, sobre todo porque la sociedad las deja de lado. Y luego tenemos la segunda parte de Jamás, que es una continuación, aunque de manera independiente de lo que habíamos visto en la primera parte. Y básicamente eso es lo que ha publicado. Estas últimas obras son las que ha publicado Harriet, las 6 últimas son sus últimos trabajos, y creo que están ahora colaborando en una nueva obra. Y por su parte Isabel es una abogada francesa especialista en propiedad intelectual, que el cómic ha hecho muy poquito sobre esto, pero también ha publicado una novela llamada Dankala, que no tengo muy ubicada, la verdad. Vale, lo primero vamos a empezar por el viaje a Abel. ¿Cómo surge esta colaboración? C'est toi qui m'as demandé un jour si ça me tentait que tu écrives une histoire.
Oui, mais je t'ai proposé une histoire. Ouais. Bueno, ella misma ha propuesto una historia a Bruno y así ha empezado. Moi, je connaissais son écriture romanesque. Et du coup, quand elle m'a proposé ça, dans un premier temps, je me suis dit, bon, on va voir si elle est capable d'écrire pour la bande dessinée. Parce que c'est vraiment un langage très particulier. Et il se trouve que c'est Le Voyage d'Abel est sans doute un des scénarios les plus finis que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que souvent, je travaille avec des scénaristes qui pensent plus le cinéma que la bande dessinée. Donc il y a toujours le problème du mouvement, le problème il faut réadapter ça pour un langage fixe, statique. Et c'est vrai qu'Isabelle avait pensé un scénario de bande dessinée. Oui, je sais. Bueno, no hay problema. Ok. Bueno, al principio Bruno conocía su trabajo como de novelas, pero no estaba seguro que se podría adaptar a un cómic, porque normalmente trabajaba con personas que escribían cómicos más pensando más al nivel cinematográfico para escribir el guión. Pero al final, trabajando juntos, se ha dado cuenta que tenía una propuesta muy interesante y que el guión era uno de los más detallados y fini et puis penser en termes de cases. Bueno. Penser case par case, page par page, vraiment. Okay. Bueno, que estaba aún más detallado y pensado viñetas por viñetas. Página por página, eso es. ¿Hay diferencias, notas diferencia colaborar con ella, a colaborar con las anteriores guionistas, con Chris o con Bernard? C'est différent de travailler avec Chris ou avec moi? Oui, c'était très différent parce que pour la première fois, on me proposait un scénario qui n'était pas une histoire d'aventure et qui était une histoire intimiste et contemplative. Et du coup, qui laissait beaucoup plus de place au silence et au dessin. Bueno, era muy diferente porque por primera vez le ha presentado una historia que no era una aventura, pero que era mucho más intimista, con más silencios y que dejaba también pausas, silencios en los dibujos. Si tu veux rajouter des choses. Oui, moi sur le scénario, effectivement, j'ai pensé un peu ce scénario comme une composition musicale avec des silences et puis aussi comme une sorte de variation puisque on a 4 saisons où ça reprend. Donc effectivement, oui, j'avais construit. On n'est pas du tout dans l'aventure, mais dans quelque chose, dans un instant en fait qui se répète. Bueno, dice que al final la composición ha sido interesante para ella porque era como una composición musical que iba por capítulos, que dejaba silencios y así ha empezado a escribir el guión. ¿Esta obra pues, se puede considerar como un cambio, como el inicio de un cambio de registro en tu carrera? C'est un changement dans ta carrière. Oui. Pour plusieurs raisons, c'est que la série que j'ai fait avant, Les Brigades du Temps, c'est très mal fini parce que l'éditeur a tout arrêté d'un coup, les relations étaient assez tendues entre le scénariste et moi, et je suis ressorti en ayant l'envie d'arrêter vraiment la BD parce que j'en avais marre, parce que c'était Dupuis, c'était la grosse machine, avec énormément de demandes de la part de l'éditeur et d'intrusion de l'éditeur. Et qu'en fait, Isabelle m'a repêché d'une certaine façon avec ce scénario-là. Elle m'a redonné le goût à la bande dessinée. Okay. Bueno, no ha terminado muy bien la relación con las últimas colecciones que había hecho, la última serie. Porque era mucha demanda de la parte de la edición, también con el guionista ha terminado un poco mal y quería acabar con el cómic al final. Y pues
el trabajo que ha hecho le ha sacado y ha vuelto a querer escribir un cómic con este guión, con esa propuesta. ¿Cómo surge la idea de la historia? Viene de... ça vient d'un personnage d'un documentaire de Pardon. Raymond Depardon. Raymond Depardon. Viene de un personaje de un documental de Depardon, Raymond Depardon. Raymond Depardon. Había un personaje que viví con sus padres y no pudo, bon je vais en français, il n'a pas choisi sa vie et ça m'a inspiré cette idée-là. Okay. Je suis partie de là. Pues un personaje que se llama Abel. Que se llama Abel también. El personaje del documental le ha llamado la atención porque era una persona que no había elegido su vida. No había elegido su vida en absoluto y vivía con sus padres, y eso le ha llamado la atención y así se ha creado el personaje de Abel, que es también el nombre del personaje en el documental. Es curioso porque Abel se intenta rebelar contra esa situación, no lo consigue, pero el resto de personajes de las obras posteriores en cierta manera sí que consiguen salir de ese camino premarcado que le ha hecho la sociedad. No sé si es algo, no sé si es en respuesta a la injusticia que sucede en este caso con Abel en ese sentido. Dans les autres albums, le personnage principal réussit à sortir de sa condition, et dans le cas de Abel, c'est pas le cas. Il n'y arrive pas. Et alors? La pregunta era... Sí, que sí es una respuesta en los siguientes personajes que consigan, digamos, rebelarse contra la vida que les han marcado, lo que le pasa a Abel, que él lo intenta pero realmente no lo llega a conseguir. Esa rebelión, o sea, no, se queda donde estaba, no consigue salir de esa vida premarcada que tenía. No, a ver, si lo que le sucede a los personajes en Jamás, en pistas... Sí. En pistas falsas o en Nuevo Contacto, digamos que es como un intento de hacer justicia a ese tipo de personas que se quedan encerradas en la vida remarcada que tenían. Et parler des autres albums, est-ce que c'était essayer de faire justice dans les autres albums à ces personnages? Oh non, faire justice, non. C'est peut-être que je suis un chouïa plus optimiste qu'Isabelle, ou je sais pas. No hace falta traducción. Non, je suis pas d'accord. En fait, est-ce que la question que je pose dans cet album, c'est est-ce que Abel est véritablement malheureux? Je suis pas sûre en fait. Bueno, al final no sabe exactamente si es pesimismo o positivismo. Es más que nada que surge la pregunta, ¿Abel está feliz o ¿Más feliz que los otros o no? O no. Porque sueña, il rêve lui, il a de la chance de rêver. Está soñando y es una suerte y quizás está más feliz que los otros. Pasamos igual un poco a hablar del retorno. ¿Cómo surge el retorno? ¿Conocías la figura de César Manrique y lo que hizo Lanzarote? Esa es la génesis, que era reflejar eso mismo que intentó hacer. El retorno, o sea, el regreso, perdón, siempre digo. Eso es, sí, está la base, o sea, la inspiración es César Manrique, entiendo, porque es algo similar, pero ¿ya le conocías a César Manrique de antes o surge de manera casual? Son intérêt votre intérêt pour la figure de ce personnage? Alors en fait, le retour, je l'ai écrit à Lanzarote, juste après avoir découvert la Fondation Manrique. En fait, j'ai découvert ça à un moment où c'était peu de temps avant les élections en France. On commençait à voir Mélenchon monter en puissance. Et dans le personnage de Manrique, j'ai retrouvé vraiment toutes les questions qui étaient soulevées, à savoir cet acte de résistance et cette volonté de casser complètement la machine du monde en route. Et
et en même temps cette espèce d'ambiguïté dans le discours entre le discours et les actes. Et qu'on retrouve dans toute la gauche, la fameuse gauche caviar qu'on a en France et tout, c'est d'avoir d'un côté un discours et de l'autre un niveau de vie qui ne correspond pas du tout à ce discours-là. La segunda parte, pues he escrito El Regreso, este álbum, cuando estaba en Lanzarote, y era durante un tiempo en Francia que había elecciones y Mélenchon era un candidato a esta época. Estaba ganando más y más voz, más y más poder, y había unas preguntas en Francia sobre esas elecciones y là il va falloir sur la deuxième partie, mais en fait, je trouve que Manrique est quelqu'un qui a raison, qui avait raison à son époque, mais qui en même temps avait un mode de vie qui ne correspondait pas à son discours. Et je pense que ça me rappelait vraiment le problème qu'on a à l'heure actuelle, et qui est de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'on tient des discours sur pendant le Covid, c'était sur le monde d'après, avec le réchauffement climatique, c'est le besoin de changer et tout, mais sauf qu'on fait tout l'inverse. Enfin, on n'a pas du tout les actes qui vont avec. El personaje de Manrique era un rebelde que tenía razón, pero no era capaz de conseguir su verdad, de conseguir difundir su verdad, y pensaba que a este tiempo este personaje reflejaba la sociedad en la que estuvimos viviendo. Il défendait vraiment une sobriété heureuse. C'est un peu comme tous ces grands gourous de la sobriété heureuse, comme Pierre Rabhi et compagnie, sauf que lui, il avait 2 maisons, ou peut-être 3, il avait des belles voitures, des villas avec piscine. Si on avait appliqué son mode de vie à tous les gens de l'île, Lanzarote était un désert aride en 10 ans. No correspondía a sus ideas con su modo de vida. Y eso lo veía en la política en su tiempo, que si todos aplicamos el modo de vida de Manrique a este momento, bueno, sería un desastre, aunque tenía unas palabras muy bonitas, un discurso interesante y verdadero, no aplicaba esa política básicamente en su vida. Et d'autre part, appliquer entièrement cette espèce de volonté d'arrêter la course du monde à l'heure actuelle, on sait très bien qu'on va dans un mur aussi si on le fait. Donc, voilà, ça regroupait tous les thèmes que je trouvais intéressants. Et du coup, je suis ressorti de la Fondation Manrique. Je me souviens, on est rentré dans le petit gîte qu'on avait, et en une semaine, le scénario était écrit. Era la influencia cuando ha salido de la Fundación Manrique en Lanzarote. Era como una revelación, y dentro de ¿cuánto tiempo? Une semaine. Una semana ya tenía el guión, básicamente. En todas tus obras hay una visión muy crítica de la sociedad. ¿Crees que el arte, o el cómic en este caso, puede ser un instrumento para cambiar la sociedad, o por lo menos para concienciarla? Je pense que ça me servait aussi à... Alors là, ça n'a rien à voir avec le personnage de Manrique, c'est pour ça que j'ai inventé mon personnage, c'est que je voulais pas m'en prendre spécialement à Manrique, mais par contre, j'avais envie de régler mes comptes avec l'artiste, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, parler les artistes, mes collègues artistes, et puis en plus, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on invite un artiste à la radio, on lui demande de donner sa vision du monde, sa vision de la politique, comme s'il était mieux placé que n'importe qui pour parler de choses très importantes, alors qu'en fait, il connaît pas les dossiers plus que le pleu-pleu du bar d'à côté. Enfin, on demande aux artistes de parler de tout sauf de leur art, et finalement on leur demande leur avis sur le monde, sur la politique, sur l'écologie, et du coup on tombe parfois sur des discours qui sont des discours de mégalo complets. On se retrouve avec des artistes qui
qui sont sûrs d'eux, et j'avais envie de régler un peu son compte à cette vision de l'artiste, quoi. C'est un peu long, désolé. Bueno, quería retomar un poco esa visión del artista que al final lo preguntamos a él siempre su visión sobre política, pero que al final se vuelva una persona un poco de megalomania, que el artista va a dar su punto de vista. Si on écoute trop les artistes, un artiste est un dictateur en puissance, puisqu'un artiste a une vision très jusqu'au boutiste, très je sais pas quel serait le mot, mais oui, voilà, de l'art, de la beauté, c'est quelqu'un qui a des dogmes, et d'ailleurs on parle de dogma énormément en art, et quand on parle du suprématisme par exemple, le suprématisme c'est une forme de dictature artistique, quoi. Donc j'avais envie de casser un peu ce schéma de l'artiste romantique. Okay. Así que en el regreso quería un poco romper con esa imagen de un artista que es un poco el dictador en su propio mundo, que siempre tiene su verdad y que se siente más poderoso que otras personas, y quería romper realmente con esa imagen romántica del artista en el regreso. Sí. Ouais. Tanto en el regreso como en el viaje de Abel, hay un juego con el color. Aquí es prácticamente bitono, pero en el regreso usas el color para las escenas del presente, para las escenas del pasado, y un bitono para las del presente. ¿Eso es algo que estaba ya en el guión de ambos trabajos? El uso del blanco y negro, bueno, el bitono. Le jeu de la couleur, est-ce qu'il était présent dans le scénario? Dans toi, oui. 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 Le choix des couleurs était présent dans le scénario. On a fait le choix justement de marquer la routine avec un camailleux de bleu et réserver la couleur uniquement au rêve. Okay. Ya era eso bitono, el bitono en el guión. Querían que en la rutina hay esos tonos de grises y azul, y en el sueño otros colores surgen. Colores. Y luego en el regreso lo que haces es usarlo como una herramienta narrativa realmente. Oui, dans le retour, j'étais vraiment confronté à... C'est un problème de lisibilité avant tout, en fait. C'est qu'il faut trouver un petit truc graphique qui permette au lecteur d'identifier le présent et le passé. Et c'est vrai qu'en règle générale, on utilise la couleur pour le présent et le noir et blanc, ou une dominante sépia pour le passé. Là, j'ai fait l'inverse, parce que ça permettait en fait de faire en sorte que l'île perdre sa couleur au fur et à mesure, c'est-à-dire que il y a cette espèce de nostalgie du passé, et par contre le présent est terne. Ok. En el caso de regreso, el cambio de color era puramente narrativa. Y ha elegido hacer un poco al revés de lo que normalmente se hace, poner el pasado en tonos grises sepia y el presente con colores. Aquí ha hecho un poco el opuesto, porque el pasado en el regreso era algo bonito, era algo de nostalgia. Eso es, sí. Et alors que le présent est en fait, l'île perd de sa beauté. Y en el presente la isla, en el regreso, pierde su belleza. Otra de las constantes en tu obra es, digamos, la protección de la naturaleza, o reflejar cómo nos estamos cargando la naturaleza. Y paradójicamente en el regreso y
en el regreso, y en Jamás, en cierta manera, vemos como la naturaleza nos la acaba devolviendo, es decir, al final acaba volviendo a su sitio por mucho que el hombre intente modificarla. No sé si es algo que estaba también buscado o es una preocupación que realmente tienes como autor. Bon, alors la question de la nature est une préoccupation, mais pas en tant qu'auteur, mais dans la vie quotidienne. Enfin, c'est vrai que, et puis je pense que ça va être notre cas à tous de plus en plus dans les prochaines années, mais je crois que l'envie principale, c'est de faire en sorte que la nature soit le personnage principal. C'est-à-dire que... Alors, je vais peut-être finir après. Sí. Sí, bueno, la protección del medio ambiente es una cuestión que, bueno, para él como personalmente y nosotros todos es preocupante y es un tema que le interesa. Mais avant tout, le but, c'est de faire que dans chacune de mes histoires, la nature, l'environnement, la géographie soit le personnage principal. Pero en cada historia, la naturaleza y el lugar, la geografía, es también un elemento principal de su historia. Dans Le Retour, la mégalomanie de Manrique et sa toute-puissance est confrontée au fait que l'île décide par elle-même, avec les volcans, avec c'est l'île qui est la maîtresse du jeu. En El Regreso es el personaje principal, Manrique, que está confrontando a la naturaleza. Cristóbal, no Manrique. Cristóbal, que se enfrenta a la naturaleza, a los volcanos. Sí, este elemento de la naturaleza es muy presente, es central también en la lucha del personaje. Dans Jamais, c'est cette falaise qui s'effondre, qui force les personnages à évoluer, à faire avec le changement géographique. En Jamás también es esta roca que se está deshaciendo, que influye en los personajes principales a huir y a cambiar su modo de vida, es también un tema central. Je pense que, on part souvent d'une histoire, pour écrire une histoire, on part souvent d'un héros auquel il va arriver plein de choses et tout, et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que à la base d'une histoire, il y a est-ce que vous vivez en montagne, est-ce que vous vivez dans le désert, est-ce que vous vivez sur une île, et vous ne serez pas la même personne selon si vous êtes un montagnard, si vous êtes sur une île. Et à partir de là, c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que mes histoires aient un personnage principal qui soit l'environnement naturel. En cada historia al final hay un personaje principal, pero su entorno define también caracteriza su historia, la historia del personaje principal. Si él vive en la montaña o si él vive en una isla, va a definir también su aventura y la historia propia en el cómic. Sí, incluso esa importancia se ve en las portadas en las que tenemos normalmente un plano general y luego los personajes muy, muy, muy pequeños. Realmente como si la naturaleza fuera incluso un personaje más. Oui, l'ego de Cristóbal est énorme, mais effectivement, sur la couverture du livre, il est complètement mangé, avalé par son livre. ¿Supuso algún problema tener unas portadas tan poco estándares? Es decir, no hay un primer plano del protagonista o la editorial ¿algún problema con la editorial elegir ese tipo de portadas? Porque incluso en el camino de Abel, en el viaje de Abel también Abel sale muy pequeño. ¿Hubo algún problema a la hora con la editorial? No. Qu'est-ce qu'il y a Te demande si c'est Ah non, c'est pas édité. Non, ce sont mes choix. C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, au contraire, avant d'être chez Bambou. Donc, on me demandait toujours d'avoir le personnage énorme dans la couverture pour que les visages soient bien visibles et tout. Et ça m'a toujours énervé. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de prouver qu'une couverture avec un tout petit personnage peut fonctionner, quoi. Donc ça a été Le Retour, ça a été Abel avec l'étendue de neige.
Con otras editoriales era un poco irritante porque siempre querían que la portada figura la figura del personaje principal es muy grande. Y cuando ha dejado a Bambú, si entiendo bien, ha podido elegir él mismo de que el paisaje tiene mucho más importancia en la portada y mostrar que también puede funcionar un cómic con ese tipo de portada. Pour Nouveau Contact, on ne voit même pas le personnage principal sur la couverture. En Nuevo Contacto, ni se ve el personaje principal en la portada. ¿Cómo el guión del viaje a Abel estaba hecho desde un principio entero o lo ibas trabajando poco a poco mientras se dibujaba? Non, il était complet, j'avais tout prévu, du début jusqu'à la fin, case par case, chaque case décrite, tout était écrit, tout était... le nombre de cases, au moment où on tournait la page, tout était prévu. Avant même de le présenter. Oui, je lui ai présenté quelque chose de fini complètement. Bueno, ha presentado el guión ya todo hecho, viñeta por viñeta, página por página, ya estaba todo preparado para el dibujo. ¿Tenía posibilidad de hacer algún cambio o había un Oui, cambio? quand même. Algunos. L'artiste est un dictateur, je vous le disais. Y en tu caso, ¿trabajas con guión completo y luego haces los bocetos? Ouais, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert toutes mes premières années, c'est que souvent en bande dessinée, on signe sur un projet, on signe le contrat on a le projet du scénario, une dizaine de pages écrites, mais on ne sait pas où on va exactement. Et c'est très compliqué en tant que dessinateur de ne pas savoir ce que vont devenir les personnages, comment l'histoire va se finir. Okay. Era un problema al principio, que normalmente lo que proponen es la editorial que propone esto. Non, ou les scénaristes aussi. Okay. Los guionistas lo que proponen son de hacer algunas páginas, pero no todo entero, no todo de golpe. Y bueno, a Bruno no le gustaba de no saber a dónde va cuando empezaba a dibujar y a hacer el guión. Quería que todo sería ya planteado. Oui, parce que pour imaginer visuellement un personnage, j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il va devenir. Para imaginar el personaje físico tiene que saber lo que va a suceder con él hasta el final del cómic. Et l'autre raison, c'est comme je me fais pas encore suffisamment confiance en tant que scénariste, j'ai besoin de tout écrire pour être sûr que je suis capable de boucler, de finir l'histoire correctement. También como no tiene mucha confianza en sí mismo como guionista, le gusta acabar todo y estar seguro que tiene la posibilidad de acabar la historia. Ouais, parce qu'en plus, le nombre de pages est important en bande dessinée aussi. Et en plus, oui, alors c'est... l'allonger éternellement. Sí, el número de página también en un cómic es muy importante, así que da una visibilidad también de hacer todo el guión. Un roman, on peut toujours ajouter des pages, enfin on peut partir à l'aventure. Une bande dessinée, il faut quand même se dire, c'est entre 60 pages, enfin il faut s'arrêter. Donc si on part à l'aventure, je pense que c'est plus compliqué. Sí. Ir a la aventura de escribir con un cómic es un poco arriesgado. Tenemos que seguir unos números de páginas siempre. Así que es mejor tener el guión ya cerrado. En Jamás, aunque es una historia muy emotiva, hay unas enormes dosis de humor negro. ¿Era algo ya... ¿Es parte de ti o simplemente surgió así por el tipo de personaje? L'humour noir, est-ce que c'est... C'est part de toi. Oui. Part de moi. Je crois que cet humour noir, on le retrouve un petit peu dans Un Nouveau Contact et puis dans Fausse Piste. Oui, je pense que on peut dire que c'est une part de moi.
Es parte de él el humor negro al final, porque encuentra en cada, bueno, por lo menos dos otras, que serían Nuevos Contactos y El Regreso. Sí. Encuentro otros indicios de humor negro. Je pense que je suis un pessimiste qui essaye de faire rire. Okay. Es un pesimista que intenta hacer la gente reír. Se define así. ¿Madeleine está basado en alguien real o es producto de la imaginación? Madeleine, Madeleine. Madeleine est inspirée alors de mes deux grands-mères. Il y en a une qui était une petite vieille toute sèche qui est morte à 101 ans, mais qui était une force de la nature, et puis l'autre qui a un peu apporté le côté grivois quand elle a un petit coup dans le nez au repas de famille. Okay. Bueno, el personaje de Madeleine, que es el personaje de Jamais, está inspirado por sus dos abuelas. Una que se ha muerto a 101 años, que era... Una fuerza de la nature. Una fuerza de la naturaleza. Muy fina, pero con carácter. Y la segunda que era divertida, que le gustaba beber algunos pinitos y se ponía a hacer bromas. Es lo que he entendido. Sí, sí. Más o menos. No era alcoolique, mais... Pardon mi interprétation. Mais et puis je pense qu'après c'est un personnage qui porte aussi toute la tradition de ce qu'on appelle le pilier de comptoir en France, les marins pêcheurs en Normandie, et puis toutes ces grandes gueules du cinéma français, de Michel Audiard, enfin voilà, c'est les Gabins, il y a tout ça derrière aussi. Este personaje representaba también algo que bueno, tenemos en Francia. ¿Cómo lo llamas? ¿Comptoir? Le pilier de comptoir, le barfly. Bueno, sí, no. Le pilier de comptoir sería una persona que en Francia sería... El borracho. El borracho del bar, que habla mucho, que tiene siempre... algo que decir sobre todo tipo de tema, y es un personaje que se ve mucho en las películas francesas y era una inspiración también para el personaje principal. ¿Volveremos a ver otro álbum protagonizado por los personajes de Hamas? Est-ce qu'il y aurait un autre album de Jamais avec les personnages de Jamais qui je ne sais pas, en fait, ça dépend, il faut que j'ai une bonne idée. C'est possible, mais il faut que je trouve l'idée. Depende, pero hace falta una buena idea. Vale, el nuevo contacto trata sobre cómo las redes sociales han influido en la forma que tenemos de conocer las noticias y de manipularlas, sobre todo. ¿Crees que algún día conseguiremos usar las redes de una manera correcta para evitar esos problemas, fake news y todo este tipo de cosas? L'album de Nouveau Contact, c'est une critique finalement de la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera à une bonne manière d'utiliser Internet et ces réseaux sociaux sans fake news? Je suis un pessimiste qui essaye de faire rire. Bueno, misma respuesta es pesimismo. Intenta hacer reír la gente. También ya lo veíamos en el regreso, pero también vemos cómo la sociedad cada vez está más polarizada, incluso se ve más todavía en Pistas Falsas, en el personaje del marine. Es irreversible es posible acabar con esta crispación en la que vivimos permanentemente. Il y a une polarisation de certains personnages, par exemple en Pistas Falsas, dans Fausse Piste. El marine que hay, que es claramente fascista, vamos, claramente. Es decir, y en el regreso también vemos políticos que están en los extremos, de Le Pen hasta, no me acuerdo cuál es el equivalente en la izquierda de Francia. Sí, c'est toujours, en fait, les personnages sont toujours un petit peu polarisés dans les albums avec des extrêmes. Y quiero saber si es su visión de la... Si es posible acabar con esa crispación, con esa forma de esa política. Ah, ok. Est-ce que tu penses qu'un jour on va terminer avec cette crispation, cette polarisation dans le monde?
Non, je crois pas, non. Après, si on réussit déjà à éviter de se taper dessus, ça sera une grande chose, mais je pense que mes personnages sont polarisés justement parce que le personnage de Mike, par exemple, dans Fausse Piste, j'essaye de le comprendre, j'essaye d'avoir une certaine empathie pour lui, alors qu'a priori, c'est le personnage que je déteste par excellence, mais je pense qu'en fait, on est tous, cette polarisation, cet extrémisme, on l'a tous, et on risque tous de tomber dedans. En fait, il suffit d'une grosse crise dans notre vie pour qu'on cède. Pues esa polarización, a la pregunta si se va a acabar o no, la respuesta es básicamente no piensa, pero sería bien de ser más simpáticos entre nosotros. Pero es verdad que en el álbum, ¿cómo se llama el personaje? Mike. Sí, Mike. Es un pro-gun trumpiste. C'est un personnage que j'aime pas dans la vie, mais que j'ai essayé de comprendre et de traiter avec empathie, parce que je pense que on est tous potentiellement extrémistes. Bueno, tenemos todos nuestra parte un poco extremista, y en el personaje de Mike, que básicamente es un personaje que es al opósito de sus valores, intenta también tener un poco de compasión con este personaje, porque nosotros todos tenemos esto es extremismo en nuestra vida. Oui, je pense qu'on aurait intérêt aujourd'hui à se rendre compte que les extrémistes d'en face ne sont pas des monstres, mais que les conditions de vie et le choix de société qu'on fait est la seule façon d'éviter que ce type d'extrémisme se développe. On est tous potentiellement victimes de ça. Vale, sí, somos todos un poco... podemos todos sufrir de este extremismo, depende mucho del entorno, y a veces intentar comprender la otra persona que a lo mejor está al otro extremo de nosotros es una manera también de hacer avanzar la sociedad. Mais je suis pessimiste quand même. Pero también es pesimista. ¿Por qué decides hacer un western en pistas falsas, aunque un western, digamos, muy poco habitual? Le choix du western, pourquoi? Parce que je suis un fan de western. Le encanta el western. Mais que je suis incapable, je rêve mon rêve serait de réussir à faire un western, mais je suis incapable d'être assez premier degré pour le faire. Ok. Pues le encantaría hacer un western en sí, pero no se siente capaz de hacer premier degré. En fait, pour faire un western, il faut y croire. Il faut croire à la justice, il faut croire à la vengeance, il faut avoir envie de traiter tout ça. Et moi, j'ai toujours une espèce d'humour noir derrière qui me dit que tout ça, c'est pas sérieux. Sí. Para él el western es un poco serio, es un género un poco serio y no se siente demasiado serio, tiene demasiado humor negro detrás de él para hacer un western en sí muy tradicional, muy clásico. Du coup, là, l'idée, c'était à la fois de rendre hommage au western et de me moquer du western. Okay. Así que al final ha decidido hacer un homenaje al western, pero también borrarse un poco de las características del western. Et c'était assez rigolo d'essayer de faire en sorte de se moquer du western et de se moquer de tous les codes du western pendant quasiment tout le livre, et de réussir, après s'être bien moqué de ça, à faire un final qui soit un final de western et à essayer de donner envie au lecteur d'y croire à nouveau. Era muy divertido al final de hacer un
un western, bueno, burlándose del género, de los códigos del western, para que al final, no sé si estoy diciendo la historia todo, pero... Non, mais sí. le final, c'est un duel dans la grande tradition des duels de western, quoi. Pero para que al final regresamos a todas las tradiciones de western y se pone más serio al final, aparentemente. Sérieux, non, mais... En Pistas Falsas vemos como la historia no es lo que nos han contado, como el personaje protagonista descubre que la historia de los mitos no tenían nada que ver con la realidad. Eso es un riesgo que hay con cualquier historia según pasa el tiempo. Oula, j'ai pas compris là. Sí, en Pistas Falsas al final pues, el personaje cree que le han contado una historia sobre ese otro personaje que le interpreta, que descubre que no tiene absolutamente que ver nada con la realidad y que es todo mucho más feo y mucho menos idílico. Sí cree que ese es uno de los riesgos que se corre con el paso del tiempo y las historias. Okay. Es que no la tenía. Perdona, que no he entendido la pregunta. Eso, que si mitificar las historias es un riesgo, Ok. básicamente, como pasa en Pistas Falsas. Ok. Dans Pistas Falsas, fausses pistes, il y a une mystification finalement. Mythification de la historia. De l'histoire. Est-ce que c'est un risque à prendre de faire ça? Une mythification ou une mystification? Mitificación. Es desmitificado, o sea, desmitifica al final la... Démystifier. Ah, démystifier. Oui, disons, c'est ce que je disais avant. Du coup, moi, le fait de démystifier le western me permet d'y croire à nouveau, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand je suis face à un western qui veut prôner des grandes valeurs américaines, je n'y crois pas. Alors que si par contre le réalisateur me casse complètement les valeurs du western, je vais commencer à me dire ah mais il a peut-être quelque chose à me dire. Et là c'était pareil, c'était cassé pour reconstruire. Para él, el humor permite un poco romper con las tradiciones del western, pero para él le ayuda a creerlo aún más. Es una manera, cuando ve una película, por ejemplo, si el director empieza a burlarse y romper los códigos, él se mete aún más en la historia y se crea aún más en el género que es el western, por ejemplo. Et d'autre part, ça correspond vraiment au cheminement du personnage principal, puisque Fausse Piste c'est un album sur la destruction de personnalité. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne croit plus en lui, qui va sombrer, il va perdre tout ce qui fait sa vie, jusqu'à se retrouver au ras du sol. Et à ce moment-là, il a le choix soit de devenir un salaud, soit de se reconstruire sur d'autres bases. Y corresponde aún más al personaje principal, que al final es un personaje que pierde todo y que se enfrenta a dos soluciones, básicamente, de ser una mala persona o de un salaud. Ou de se reconstruire sur quelque chose, sur cette démystification. O de reconstruirse sobre esta desmitificación. Sí, desmitificación. Sí. Desmitificación. En el día de los personajes están permanentemente encerrados. ¿Es una respuesta a lo que nos sucedió en la pandemia, estar tan minutos encerrados, o directamente la historia estaba pensada así? Est-ce que c'est Elle a la dit pandémie avec. qui fait que Elle tu a as dit fermé avec ton les histoire rapaces. ou est-ce que allez. c'était déjà fermé? Mais pour quel album pour Toujours pas. Non, jamais. Para jamás, ¿no? Sí, en el día de. El día de. Jamás dos. LVAD, ouais. Ah, Le jour J. Oui. Ok. Et alors la question c'est quoi? Est-ce que c'est que los personajes estén unos Madeleine encerrada en la casa y el alcalde y la niña encerradas en el búnker, responde a... Ah oui, je pense qu'il y a un écho de la pandémie, effectivement. Ouais, c'est parce que Madeleine est enfermée dans sa maison et elle finit par
casser les murs avec une grenade. Le maire est enfermé dans un bunker, il finit par lancer des grenades contre les murs. Ouais, je pense qu'il y avait... alors, il y avait ça, effectivement, je pense que cette espèce d'enfermement de la pandémie était assez récent. Et puis il y avait aussi que pour Madeleine, je voulais la prendre à son propre piège. C'est que Madeleine, c'est une extrémiste. Alors c'est une gentille extrémiste dans le tome 1. Elle veut pas quitter sa maison. Tout. Et du coup, je voulais l'enfermer dans sa maison pour qu'elle soit confrontée à la problématique de l'enfermement. Hay algunos retratos de la pandemia que se puede ver en Georgie, en Hamas, por el hecho simplemente que los personajes están encerrados. El alcalde está encerrado en su... bueno, en el ayuntamiento, en un búnker. También Madeleine está encerrada en su casa y se vuelve un poco loca. Empieza a tirar... granadas. Sí. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, je voulais vraiment, en fait, le tome 2 est un inversement des rôles par rapport au tome 1. Le maire, qui était le salaud, devient un plus gentil, et Madeleine, qui voulait pas quitter sa maison, se retrouve enfermée dans cette maison. Et elle est confrontée à son extrémisme, elle est coupée du monde. Y en el segundo volumen los papeles se invierten, cambia de papeles. Es el alcalde finalmente que se vuelve un poco en un personaje gentil. Oui, plus humain. Más humano. y Madeleine, el personaje principal, se enferma en su casa y se enfrenta a extremismos. Se pone más extrema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría saber cuáles son tus referencias en la bande dessinée y luego que me digas una película western y una obra bande dessinée western que te hayan influido, que te hayan marcado. Oh, solo una. Muy difícil. Película. Waouh. Ouais. En film, alors lequel je conserve Oh la vache. Quelles ont été tes influences en bande dessinée, je crois que c'était... Ouais, mes influences. Les gros Lucky Luke, Blueberry también, Comanche también, por los guionistas de Greg. Greg era un guionista. Por el cine, Little Big Man. Mais avec des réserves. Sinon, parce que en fait, je lis plus de romans western que je ne vois de films. Et je lis beaucoup les westerns des années 30-40 parce que c'était des gens qui avaient connu ou dont les parents avaient connu la ruée vers l'ouest, comme Les Pionniers, enfin vraiment les livres qui ont été adaptés par John Ford par la suite au cinéma, et parfois mal. Bueno, lee mucho más esa literatura de los años 30, ouais, básicamente. Littérature américaine. Literatura americana. Ou même des documents comme le journal de Lewis et Clark. Los diarios de Lewis et Clark. Non. Lewis et Clark, c'est la première traversée est-ouest des États-Unis. Sinon, faudrait que je... si, il y a les portes du paradis. Las puertas del paraíso. Et Pat Garrett et Billy the Kid.
Je préfère les westerns des années 70, la horde sauvage. La de Peking Pack. Ouais, ça me pékine pas. Ça me pékine pas. Wild Bunch. Wild Bunch. Il y a une question derrière. Yo quería hacerle la consulta con relación al del regreso, que qué le transmitió a él el pueblo canario cuando estuvo en la isla costanera, con relación a Manrique. Alors, j'ai pas tout compris. La pregunta es, ¿qué Que le transmitió el pueblo canario. Comment ça s'est Con passé en relación a- Canaries? Moi, j'ai compris. de la isla. O sea, la gente que vivía allí que le transmitió a él sobre el personaje de Manrique. La population de Lanzarote, qu'est-ce qu'elle vous a transmis finalement de ce personnage? Quel a été votre sentiment? Alors c'est pas tant qu'est-ce qu'elle m'a transmis. En fait, moi, ce qui m'a le plus impressionné de la part de la population de Lanzarote, c'est plus la faculté d'adaptation à un univers aussi dur que celui-là. À la limite, je trouve Manrique m'impressionne moins que les gens de Lanzarote, finalement, parce que Manrique, il avait des moyens énormes, il était connu, il avait des sous, il était... alors que, par exemple, je pense les vignerons de Lanzarote qui ont réussi à faire pousser du vin sur la mer de Lave, eux, finalement, représentent beaucoup plus cette espèce de résistance. Era la resistencia del pueblo de Lanzarote que le impresionó muchísimo más, la resiliencia y también la capacidad a sobrepasar esta isla un poco árida. Está hablando también de los viñedos de la isla, como usted, que han sido capaces de sobrevivir y de hacer algo muy bonito con las dificultades. Ouais. Si. Donc ça m'impressionne plus qu'effectivement un Manrique qui était d'une certaine façon un peu la jet set de l'époque. Era más impresionante que el Manrique, que era la jet set de la isla. ¿Alguna más? Si no, yo puedo seguir. ¿Cómo es el proceso cómo ha sido el proceso, bueno, tanto de documentación de cada una de las obras y sobre todo la parte de reflejar el entorno de cada una de ellas, la naturaleza? Si toman como base fotografías o algún punto real. Afin de faire vos albums, est-ce qu'il y a une part de documentation? Est-ce que vous vous documentez par rapport au thème, à l'endroit par exemple? Est-ce que vous prenez des photos? Alors, pour le voyage d'Abel, en fait, je suis partie de souvenirs de campagnes françaises très désertes, quoi. Para le voyage d'Abel se ha basado básicamente en recuerdos que tenía de la campaña francesa. Ouais. Parce que voilà, je passais mes vacances dans une région, il y a des régions en France qui sont voilà, désertes. Hein. Et donc je me suis basée vraiment sur sur une expérience quoi, de ces campagnes abandonnées, délaissées de tous, où il ne se passe rien. Voilà. Et puis après, oui, je les nourris d'anecdotes que j'ai toutes. Oui, les médecins, le médecin noir, la boulangère qui vient du Vietnam, tout ça c'est vrai, en fait, c'est des choses que j'ai vues dans ces campagnes-là. Sí, en este álbum se basa básicamente en su propia experiencia, porque habla de una campaña que ha vivido, donde ha vivido cuando era más joven. Durante las vacaciones iba a este tipo de pueblos que son un poco abandonados, donde no hay muchas personas, y se ha basado por su propia experiencia. Los personajes también son conocidos, reales, que le has encontrado. ¿Y se han reconocido alguno de ellos personajes o los has cambiado para que no se reconozcan? Ils ont changé depuis. Ils ont changé, mais ils se sont reconnus, ils ont lu la BD. Il y a des gens
enfin pas, non, il n'y a pas des personnes qui se sont reconnues comme étant des personnes de la bande dessinée, mais qui se sont reconnues en se disant oui, moi aussi je vis comme ça. Ok. Ouais. Et puis il y a quelques histoires vraies aussi, comme la pompe à merde. Oui, il y a des histoires vraies. Oui, la pompe à merde, c'est vrai aussi. Hay muchas historias dentro que son reales. A veces las personas no se han reconocido en sí, pero han reconocido el ambiente de saber, bueno, yo conozco este tipo de sitio, como la gente actúa. Sí, es basado básicamente en experiencia propia. Ya para acabar, ¿qué estáis trabajando ahora? Porque me parece que estáis colaborando en un proyecto juntos, ¿puede ser? On parle de ce qu'on est en train, Oui, de qu'est-ce que vous travailler. êtes en train de faire en ce moment? Je continue. Oui. Alors là, on est parti sur un scénario qui s'intitule, un scénario qui s'intitule Deux sœurs. Okay. Hay un guión que está, bueno, aquí que Se llama Dos Hermanas. Dos hermanas. Et ce sont deux sœurs qui sont très très différentes, qui ne partagent rien, qui n'ont rien en commun, si ce n'est une maison. Okay. Es la historia de dos hermanas que tienen absolutamente nada en común, excepto a una casa. Une maison qu'elles ont coupée en deux. Una casa que han separado en dos. Et elles vivent ensemble dans cette maison coupée en deux. Ven juntas en esa casa separadas. Et c'est un vrai défi du coup pour le dessinateur. Oui, parce que du coup, là encore, le scénario était très précis. Les pages, une bonne partie des pages sont coupées en deux. Et donc avec les deux sœurs qui évoluent en parallèle. Así que es un desafío para la persona que lo va a ilustrar. Es decir, que como anteriormente, como en Le Voyage d'Abel, el guión ya estaba todo dibujado y bueno, descrito y ya tiene que trabajar con esta pared en la página que separa a las dos hermanas y que ellas mismas están desarrollando sus vidas en entre dos paredes, básicamente, entre una pared. Sí. Et du coup, c'est très difficile de construire les perspectives sur ce genre d'album. Las perspectivas son complicadas de hacer. ¿Algún otro proyecto en el futuro o estáis centrados en este? Les vacances. Vacaciones para empezar. Sí, ¿Sabemos fecha de más o menos de cuándo puede salir este? En Janvier ou février, mais janvier a priori. Para enero sería. En Francia. En Francia, sí. ¿Alguna pregunta más? Última oportunidad. Antes, te he preguntado que quiénes eran tus influencias en la bande dessinée como artistas. Franquin. Tout le monde. No. Franquin. André Franquin. Se nota mucho, sí. Sí, toda la escuela marciana, entiendo. Franquin, Morris, toda la escuela. Ouais, bah c'est vraiment... Après, j'en ai eu d'autres, mais moi, je viens vraiment j'étais un lecteur de Spirou Magazine, quoi. Donc, c'est Gaston Lagaffe, hein, c'est Lucky Luke. Après, c'est dur de répondre à ce genre de questions parce qu'il y en a plein d'autres derrière. Il y a Akira de Katsuhiro Otomo, il y a Munoz, il y a Sampaio, il y a Breccia, il y a plein de monde. Mais c'est vrai que je crois que le dessinateur qui m'a le plus impressionné et qui continue à m'impressionner vraiment aujourd'hui, c'est Franquin. Ha citado a Breccia, a Sampaio, a Otomo, aparte de los de Marcina. Carlos Jiménez aussi, y Mortadel et Filemón. Ya para acabar, algún cómic que les haya, el último cómic que les haya fascinado. Ok. Pour terminer, est-ce qu'il y a une bande dessinée dernièrement qui est sortie qui vous a fasciné, qui vous a plu? On a bien aimé Je vais rester. Ouais, il y avait Je vais rester. Oui, je vais rester. Je vais rester de Trondheim et Chevillard. Je sais pas
décidé. Je Je vais rester. Se llama Je vais rester, voy a quedarme, de Trondheim. Trondheim. Trondheim Je sais pas si c'est et traduit. Chevillard. Non, c'est si, si c'est. Et toi, Et puis je pensais aussi à l'histoire parfait. du loup. ah oui, le loup de Rochette. Ouais. El Lobo de Rochette. El lobo de Euh, Rocher. Et apprendre en bande dessinée espagnole, par exemple, apprendre à voler. Ah ouais, mais ça fait longtemps. Ah, sí, bah oui, on l'a accueilli. Ouais, il est Altarriba, Antonio Altarriba, Ouais. El arte de volar. Ouais, alors c'est des voilà. Pues, sí, sí. Ah oui. Pues ya estaría un aplauso enorme. Muchas gracias.